Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Les micro-certifications représentent une innovation majeure dans le domaine de la formation et du développement des compétences. Elles servent à attester de l'acquisition de connaissances ou de compétences spécifiques. Et elles sont aussi un facteur de motivation pour les apprenants en matérialisant la finalité d'un parcours de formation et en offrant une reconnaissance tangible. Mais comment mettre en œuvre concrètement des micro-certifications ? Pour en savoir plus sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jérôme Bruet, qui est l'un des experts français des nouvelles technologies du développement des compétences et qui dirige la société Procertif. Dans cet épisode, Jérôme va nous expliquer comment passer de l'ingénierie de formation à l'ingénierie de la certification et créer ainsi de l'engagement dans un parcours de formation. Bonne écoute à tous! Bonjour Jérôme! Bonjour Anne-Marie. Eh bien, je suis ravie de t'accueillir pour cet épisode et surtout d'en savoir plus sur les micro-certifications. Ravi également. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Avec plaisir. Donc, Jérôme Bruet, je commence à être un vieux de la vieille dans le monde du digital learning. J'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans. Avec différentes entreprises, j'ai eu l'occasion de monter plusieurs startups spécialisées dans la EdTech, qui ont créé notamment des outils auteurs, des LMS, des outils SIRH, tout ça dans le cloud. Et aujourd'hui, à la fois la casquette du jour et le projet qui m'anime le plus, c'est une société qu'on a créée il y a un petit peu plus de 2 ans maintenant, qui s'appelle Procertif et qui est spécialisée dans la certification, la micro-certification, les badges, les open badges, plein de jargon dont on va, je suppose, parler. Eh bien, justement, donc, qu'est-ce qu'une micro-certification ? Alors, une micro-certification, c'est quelque chose finalement qui colle à l'ère du temps, c'est-à-dire que on a tous connu dans notre scolarité les diplômes qui arrivaient au bout d'un cursus souvent long, tel que le baccalauréat au bout de 3 ans et bien d'autres. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise fait que les compétences, elles sont en train d'évoluer tout le temps. On acquiert des nouvelles compétences, on est en permanence en train de se former, et puis le monde évolue très vite et il faut s'adapter à ce monde-là. Et il se trouve que un certain nombre de personnes se sont rendues compte que la validation des compétences qu'on avait à l'issue des cursus de formation classique, qui validait un grand nombre de compétences, quand on parle d'un master, quand on parle du baccalauréat, il y a plein de compétences sous-jacentes, ça ne correspondait plus forcément aux besoins des entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises, et notamment les recruteurs aussi en entreprise, ont besoin de valider, de savoir que les gens ont des compétences opérationnelles. Donc, pour répondre à la question, une micro-certification, c'est une preuve de compétence sur un nombre de compétences limité, d'où le terme micro, mais cette preuve de compétence vient certifier qu'on a bien les compétences opérationnelles ad hoc pour tel ou tel travail. Merci Jérôme. Mais est-ce qu'il y a une différence avec les open badges ? Parce que j'ai souvent entendu parler des open badges. Est-ce que c'est la même chose ou pas ? Alors, c'est vrai que la confusion, ou en tout cas les débats que je peux souvent suivre là-dessus sont un peu flous parfois, donc je vais essayer de remettre un tout petit peu d'ordre dans les choses. En fait, les open badges, ce sont des micro-certifications, c'est-à-dire que le chapeau absolu, c'est la micro-certification, cette fameuse preuve de compétences limitée, d'un petit nombre de compétences. Et les open badges, c'est en réalité une technologie qui permet de sécuriser ces
micro-certifications. C'est-à-dire que l'enjeu, évidemment, comme souvent ces micro-certifications sont digitales, c'est qu'on puisse s'assurer que c'est bien la personne A qui a obtenu les compétences B et validée par un tiers C. Donc, il y a toujours quelque chose de tripartite. Et cette tripartie, comment s'assurer que c'est bien la bonne personne qui a les compétences et que c'est pas une image, un PDF qu'il s'est fabriqué à partir de n'importe quel outil bureautique. Eh bien, l'enjeu de la norme Open Badge, c'est de garantir que on va crypter dans l'image, dans le visuel du badge, dans le visuel de la certification, les métadonnées qui permettent de valider que c'est bien la personne A avec les compétences B remises par le tiers C. Tout ça est encodé dans le système. Donc, l'Open Badge, en réalité, c'est une norme de cryptage. Et le badge est le terme générique, et au-dessus de ça, la micro-certification est encore plus globale, puisque les micro-certifications peuvent prendre parfois la forme d'un badge ou d'une certification, d'un certificat plutôt. Donc c'est ce qu'on appelle finalement le parchemin, le rendu final, le visuel. Il peut être différent, ça peut être la forme d'un badge, d'un certificat, mais tout ça, c'est une micro-certification, et ça peut être encodé en Open Badge, en technologie Open Badge. Et pour juste conclure, il y a l'Open Badge, la technologie Open Badge, mais il y a aussi la blockchain, par exemple, qui permet d'encoder et sécuriser les choses. Voilà, pour donner que ces deux exemples, il y en a d'autres. Oui, merci justement d'avoir clarifié. Et puis du coup, là, ce que tu me disais, ça me faisait aussi penser quand on était petit, quand on avait des bons points ou des images. C'était aussi quelque part une forme de micro-certification. Alors, c'est vrai que derrière ce terme micro-certification, et là tu mets le doigt sur la valorisation. C'est-à-dire que un des enjeux de la micro-certification, c'est de valoriser le collaborateur, l'apprenant, qui sur les compétences qu'il a acquises, qu'il a validées. Donc, si on fait l'analogie ou le parallèle avec l'école que tu peux faire, l'image, le bon point, on a bien cet enjeu de valorisation, de récompense. Et bien dans un cursus, quel qu'il soit, dans un parcours de formation, d'amener comme ça régulièrement des récompenses, c'est quelque chose qui va développer l'engagement, la motivation pour l'apprenant. Ça, c'est dans son parcours de formation. Et puis, après sa formation, il va également pouvoir se valoriser auprès de ses collaborateurs, mais aussi de son réseau. C'est-à-dire qu'en général, ces récompenses digitales, elles vont pouvoir être publiées sur le web, sur le réseau LinkedIn, Facebook, sur son WhatsApp. Et on va aussi valoriser comme ça les compétences qu'on vient d'acquérir ou simplement de valider via ces micro-certifications. Justement, tu as prononcé le mot engagement dans ce que tu viens de dire, mais justement, comment est-ce que ces micro-certifications peuvent vraiment contribuer à engager les apprenants? Au-delà du fait que de nombreux apprenants souhaitent avoir une récompense entre guillemets à la fin d'un parcours de formation, donc ça permet déjà d'engager les apprenants. Est-ce que tu vois d'autres avantages que peuvent apporter les micro-certifications pour engager les apprenants? Alors l'avantage principal, souvent je le décris en faisant un parallèle avec le monde sportif. Quand on est sur la ligne de départ de n'importe quelle compétition, n'importe quel sport, tous les participants ont un seul point commun. Souvent, les gens, quand je pose cette question, quel est le point commun, ils me disent, ils ont envie de gagner. Non, ils ont pas tous envie de gagner parce que ils savent qu'ils n'ont pas la condition physique, qu'ils n'ont pas le matériel, qu'ils n'ont pas l'entraînement, tout un tas de choses. Et finalement, leur envie n'est pas forcément de gagner. En revanche, ils ont tous une envie, c'est de passer la ligne d'arrivée. Et donc, qu'est-ce qui développe l'engagement chez l'apprenant quand il est dans son parcours? Un élément clé, c'est de matérialiser cette ligne d'arrivée. Donc, le premier facteur d'engagement des micro-certifications, c'est ça. C'est matérialiser de manière très objective les lignes d'arrivée. Et ces lignes d'arrivée, non seulement elles sont matérialisées par des badges, des certificats, etc., mais on peut évidemment leur adjoindre une évaluation qui va permettre de valider ces compétences. Donc, c'est ça finalement le cœur du développement de l'engagement au sens
parcours d'apprentissage tel que j'imagine tu l'évoquais dans ta question. Oui, complètement, c'était ça. Et là, tu parles depuis le début, on s'est surtout placé du point de vue de l'apprenant, mais comment est-ce que ces micro-certifications vont aussi permettre d'améliorer la stratégie de formation des entreprises? Alors, il y a plusieurs bénéfices, on va dire, de la micro-certification dans le cadre de l'entreprise. Il y a des bénéfices RH, marque employeur et tout ça, on pourra y revenir plus tard. Ta question, elle est centrée sur l'aspect pédagogique. Sur l'aspect pédagogique, il se trouve que c'est par là que j'ai commencé ma carrière et j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de formation de formateurs, donc en ingénierie pédagogique. Et de tout temps, et il se trouve que c'est encore vrai aujourd'hui, quand on définit un parcours de formation, on va définir quel est l'objectif terminal de la formation. On va regarder quels sont les prérequis, les préacquis de notre population, et on va définir des objectifs intermédiaires, voilà, sur la scénarisation pédagogique. Et puis de ça, on va ensuite créer du contenu, des actions de formation qui vont jalonner ce parcours qui permettra de passer du point A, les prérequis, au point B, l'objectif terminal. Ça, c'est assez classique et ça marche toujours comme ça. Quand on fait ça, en général, en général, pour pas dire un constat assez massif quand même, ce qui se passe, c'est que on va créer une évaluation sommative à la fin de ce travail. On va créer nos contenus, créer nos plans d'animation présentiels, etc. Et on va créer une évaluation sommative, dans le meilleur des cas, parce que parfois elle est même pas créée. Mais quand on la crée à la fin. Et on va dire, pour évaluer, j'ai créé des contenus vidéo. Tiens, de quoi je parle? Quelles questions je pourrais poser là-dessus? Tiens, dans tel cours ou dans telle étude de cas, quelles questions je pourrais poser là-dessus? Donc finalement, on va créer l'évaluation formative en regardant ce que nous-mêmes, formateurs, avons créé dans le parcours. On a un côté un petit peu nombriliste où on s'auto-évalue sur la matière qu'on a produite. Ça, c'est l'ingénierie de formation classique. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me disait que ce que je racontais était faux. C'est en général comme ça que ça se passe. Quand on réfléchit, et pour répondre à la question, désolé, ma réponse est un peu longue, mais c'est pour expliquer. Quand on réfléchit en certification, et donc en ingénierie de certification, on va voir les choses un petit peu différemment et on va séquencer les choses un peu différemment. On va se poser la question de ma certification, mon badge, finalement cette preuve de compétence, elle valide quelles compétences? Et donc on va se poser la question de l'évaluation des compétences. En premier lieu, c'est-à-dire avant même d'imaginer le contenu que je vais mettre dans mon parcours, le temps de mon parcours, etc., je vais me poser la question de comment je vais valider que les compétences sont acquises. Et donc, quelle est l'évaluation qui va me permettre de valider ces compétences opérationnelles, cette aptitude opérationnelle sur le terrain? Et donc, en ingénierie de certification, on définit des compétences et tout de suite, on définit le protocole d'évaluation qui va valider ces compétences. Et une fois seulement qu'on a fait ça, on se dit, OK, quelle est la matière, quel est le parcours pédagogique qui peut être nécessaire pour aller valider ces fameuses compétences? Et donc, on définit plus des prérequis, mais on définit des points d'entrée, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent valider les compétences sans suite de formation parce qu'elles ont VAE entre guillemets, par leur expérience, et puis d'autres auront besoin peut-être d'un cursus beaucoup plus long, beaucoup plus accompagné. Mais vous voyez que le principe, tu comprends Anne-Marie, que ce principe il est inversé au niveau de l'évaluation. Après, dans la création de la matière pédagogique, etc., on reste sur des standards pédagogiques, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais c'est la place de l'évaluation sommative, finalement, qui est mise en premier lieu, alors que souvent, elle est mise à la fin du processus de conception. Oui, donc faut apprendre à switcher quelque part son mode de pensée. C'est ce que tu nous dis. Et exactement. Et ta question de départ, c'est quels sont les bénéfices en formation, finalement? Eh bien, les bénéfices, quand on switch ce mode de pensée, ils sont nombreux. Première chose, c'est que on va avoir des aptitudes opérationnelles validées, puisque c'est le point de départ. Donc ça, pour une entreprise, c'est plutôt pertinent de savoir, pas si la personne a suivi la formation, mais si elle a les compétences qui sont attendues d'un point de vue opérationnel. Deuxième bénéfice,
souvent les gens voient avec l'expérience, quand ils se mettent à faire ce fameux switch dont tu parles, ils se rendent compte que ils gagnent énormément de temps. Parce que souvent, on produit de la matière en partant du point A, les prérequis pour aller au point B, mais on surproduit de la matière. Alors que si on se concentre sur l'aptitude opérationnelle visée, on va produire le juste nécessaire pour permettre aux gens de valider cette compétence. Donc ça c'est radicalement différent. Et là, les gains sont vraiment importants. Donc il y a des vrais bénéfices. Il y a un inconvénient, c'est qu'on n'a pas été formaté comme ça. Depuis des années, tous les services formation, tous les ingénieurs pédagogiques ne sont pas formatés comme ça. Donc, ce switch-là, il est pas si évident que ça. Et il demande un petit peu de gymnastique. Et ça m'arrive d'ailleurs souvent des gens qui disent mais en fait, c'est ce qu'on fait déjà. Et en réalité, quand on regarde ce qu'ils font, non, ils font bien le processus A que j'ai évoqué. Donc, il y a ce switch et comprendre la pertinence du switch, c'est peut-être le plus dur. Oh bah écoute, j'espère que notre épisode va y contribuer. Pourquoi pas, j'en serais ravi. En tout cas, j'adore discuter pédagogie avec des ingénieurs de formation sur ces sujets parce que je pense qu'il y a un vrai truc intéressant. Oui, complètement. Et plus avant, donc tu nous disais que les badges, les micro-certifications pouvaient être affichés, par exemple, sur son profil LinkedIn. Mais justement, est-ce qu'une micro-certification qui a été développée par une entreprise a justement une valeur en dehors de cette entreprise ? Est-ce qu'il faut se baser sur un référentiel national ou autre ? Explique-nous. Alors, il y a plusieurs aspects autour de la valeur. Il y a souvent une confusion là aussi. Hein. C'est normal. Hein. C'est un monde qui est un peu nouveau, la certification en général. Donc, il y a un peu de confusion. Alors, la plus grosse confusion en France, elle vient de l'écart entre l'éligibilité au CPF, c'est-à-dire finalement la possibilité de faire financer ma formation par mon CPF, et la valeur réelle de la certification. C'est deux choses complètement différentes. Dans un cas, je peux obtenir de l'argent pour financer ma formation. Donc certes, ça a une valeur, mais c'est une valeur pécuniaire. Et puis dans un autre cas, la question est différente. C'est quelle est la valeur pour moi après, une fois que j'ai cette certification, quelle est la valeur pour moi? Ce sont deux choses différentes et souvent il y a confusion. Donc pour répondre à la première partie, pour qu'une formation soit éligible au CPF, il faut forcément qu'elle soit accréditée, validée par France Compétences, qui est le seul organisme en France qui peut dire cette formation, elle répond à tout un tas de critères, elle est bien certifiante et les gens, à partir du moment où ils vont vers cette certification, on financera leur parcours de formation. Donc, certes, ça a de la valeur, mais l'enjeu de la valeur va bien au-delà de ça. L'enjeu de la valeur, je vais vous donner des exemples. Quand je dis vous, c'est évidemment aux auditeurs. Les exemples, quand vous obtenez une certification Microsoft, cette certification Microsoft, elle est reconnue par personne d'autre que Microsoft. Elle n'est pas reconnue par France Compétences, elle n'est pas reconnue par un tiers. C'est une certification totalement privée. Eh bien, je peux vous assurer que cette certification Microsoft, elle a une valeur énorme dans votre CV. Parce que si vous êtes certifié en base de données Microsoft, voilà, vous allez avoir une valeur supplémentaire sur votre CV. Donc, ce qui est important de bien comprendre, c'est que la valeur n'est pas liée à celui qui va donner l'accréditation finale, d'accord? C'est pas parce que c'est un diplôme d'État que ça a plus de valeur que une certification Microsoft, pour reprendre le titre. Ou je vais prendre un autre exemple grand public, le TOEIC. Tout le monde connaît le TOEIC. Eh bien, le TOEIC, c'est une certification totalement privée, créée par un organisme de formation qui s'appelle toujours ETS et qui est totalement privée. C'est tellement répandu qu'on a l'impression que c'est presque un diplôme d'État, mais c'est absolument pas le cas. Donc, premier point de la réponse, il n'y a pas de nécessité d'avoir une accréditation, de répondre à un cadre particulier, etc. En revanche, il y a des choses à respecter quand on fait une certification, et ces choses sont les suivantes. La première chose, c'est qu'on valide des compétences, donc il faut évidemment lister des compétences. La deuxième chose, c'est on va se poser la question de l'évaluation. Et ça, l'évaluation, c'est un premier élément de valeur.
Si mon évaluation, je vais prendre des caricatures, mais c'est pour qu'on comprenne facilement. Si mon évaluation consiste à jeter une pièce en l'air et si c'est pile, je valide, si c'est face, je valide pas, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Évidemment, ce sera peu crédible, donc ça aura peu de valeur. Si mon évaluation, c'est juste un quiz en ligne, ça aura un peu plus de valeur si le quiz est bien fait. Mais si mon évaluation, c'est un quiz en ligne plus, par exemple, une soutenance avec des experts, ça aura encore plus de valeur. Et puis, si mon évaluation, elle va carrément voir sur le terrain comment je pratique, etc., ça aura encore plus de valeur. Donc, le protocole d'évaluation qu'on va mettre en place impacte directement la valeur. Plus c'est bien évalué, plus c'est exigeant, plus ça crée de la valeur. Premier élément. Deuxième élément de valeur, c'est le rayonnement. C'est-à-dire, imaginez, reprenons l'exemple du TOEIC, que tout le monde connaît. La première personne qui a reçu son TOEIC, je peux vous assurer qu'elle a pas dû se dire « Waouh, j'ai le sésame du siècle ». Voilà, forcément. Mais c'était le premier. Le 10e, le 20e, le 50e, le 100e, le 1000e. Évidemment, au fur et à mesure où la certification se développe et donc rayonne, eh bien, ça crée de la valeur. Et là, aujourd'hui, on a l'avantage du numérique puisque une certification qui va être remise dans une plateforme comme la nôtre, par exemple, eh bien, elle va être numérique. La personne va pouvoir d'un clic bouton la mettre sur son profil LinkedIn, sur son profil Facebook. Et donc, ça rayonne immédiatement et ça crée de la valeur. Vous voyez le deuxième élément clé. Troisième élément qu'on peut évidemment associer à ça, c'est le fait que ce soit ce qu'on appelle dans le jargon inaltérable, mais finalement qu'on puisse pas tricher. C'est-à-dire que si je dis tiens le TOEIC c'est super, je prends le TOEIC et je me le fabrique en PDF et que je mets ça sur mon CV, bah, évidemment c'est la planche à billets qui tourne. Et on sait bien quand on fait de la fausse monnaie, à un moment donné, ça dévalorise la monnaie tout simplement. Eh bien, c'est exactement pareil pour les diplômes. Si on peut avoir autant de faux que de vrais, on va évidemment enlever de la valeur au système. Donc, voilà quelques éléments qui créent de la valeur, mais c'est en jouant sur ces trois leviers, vous allez déjà pouvoir créer beaucoup de valeur. J'ai cité le TOEIC, tout le monde connaît, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, que ce soit en entreprise ou des organismes de formation qui n'ont pas été validés par France Compétences, mais qui vont créer des certifications qui rayonnent et qui sont reconnues sur le marché de l'emploi dans une niche sectorielle ou parce que voilà leur savoir-faire de formation et donc de validation est reconnu par des professionnels. Là aussi, ils créent de la valeur. Donc, ils n'auront pas le CPF, mais ils vont créer de la valeur. Vous voyez suis-je clair? Oui, complètement. Mais justement, là, tu parles d'entreprises qui ont aussi créé leur micro-certification. Est-ce que tu aurais des noms à nous donner pour illustrer? Parce que je sais que, par exemple, dans le milieu universitaire, on sait que les open badges sont assez développés, mais que les open badges ne sont pas développés dans le milieu des entreprises privées. Donc, qu'en est-il des micro-certifications? Est-ce que tu constates que ça se développe, que ça prend quelque part? Alors ça prend beaucoup. Les courbes de croissance, qu'elles soient en termes de développement économique d'une société comme la nôtre, mais d'usage, encore plus d'usage. C'est-à-dire que évidemment on est content de gagner tous les nouveaux clients qu'on gagne, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque client va de plus en plus développer la distribution de certificats ou de badges. Alors oui, les exemples, ils sont nombreux. On travaille aujourd'hui, nous, avec des grandes entreprises, Crédit Mutuel, Engie, Suez, pour ne citer que AXA et d'autres. Et ces entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent valider les compétences opérationnelles de leurs collaborateurs. Et donc, elles, ça, c'est intéressant parce que elles ont une vision assez claire de ce qui est maîtrisé. Mais pour le collaborateur lui-même, c'est une vraie preuve de reconnaissance. C'est-à-dire que l'entreprise reconnaît mes compétences. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. On sait que souvent, c'est ce qui est demandé. Évidemment, il y a le salaire, mais il y a aussi la reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est pas que le salaire. Eh bien là, c'est un nouveau levier que les entreprises ont pour reconnaître
les compétences. Et évidemment, un collaborateur qui a ses compétences reconnues, qui peut lui-même les afficher sur son profil LinkedIn, on voit bien que ça crée de la valeur, et je disais de l'engagement, pour ce collaborateur. Et puis pour l'entreprise, elles comprennent aussi très très vite que c'est leur marque employeur qui se développe. C'est le rayonnement d'une entreprise qui forme ses collaborateurs, qui reconnaît les compétences. Ça, c'est directement impactant sur le marché, parce que on sait aujourd'hui que les ressources sont rares, les recrutements sont difficiles. Garder ses collaborateurs, c'est clé, et en attirer d'autres, c'est aussi important. Eh bien, on a envie d'aller dans une entreprise qui valide les compétences. On a envie d'aller dans une entreprise qui me permet de mettre sur mon profil LinkedIn que je suis un manager junior de talent, que je maîtrise tel process opérationnel, que je maîtrise les règles de sécurité informatique, etc., etc. Et vous voyez que tout ça, c'est très loin du diplôme. Ce sont des pures compétences validées. Et concrètement, comment tu fais pour mettre en place une micro-certification, une entreprise qui aurait envie de se lancer dans ce projet? Alors, l'avantage, c'est que la micro-certification, ça vient en bout de chaîne. En tout cas, si j'enlève la partie ingénierie pédagogique dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque là, évidemment, on est assez en amont du processus. Mais en imaginant que, c'est-à-dire la grande majorité de nos clients, ils ont des cursus qu'ils ont développés avec des formations, etc. Ils ont ces cursus soit en full présentiel, soit aussi en full distanciel dans leur LMS. Et au final, quel que soit le processus, la certification, ça arrive en bout de chaîne. Donc, c'est un process de création qui est extrêmement simple. On va créer une certification dans une plateforme comme ProCertif, simplement en définissant les compétences qu'on va valider, qu'on va associer à cette preuve de compétences. Donc, on fait une liste de compétences. Il suffit de formuler des compétences. Et puis après, on va, ce que je disais tout à l'heure, dire quel est le protocole. Alors peut-être avant, on va lui dire quelle forme on veut lui donner. Est-ce que c'est un badge? Est-ce que c'est un certificat? Évidemment, on va le brander, le mettre aux couleurs de notre entreprise ou de notre organisme de formation, puisque j'ai dit que c'était aussi le développement de la marque employeur, etc. Donc, il y a un petit enjeu graphique, visuel. Donc, voilà, ils vont faire ce travail. Et puis, je disais, l'étape clé, c'est quel est le protocole d'évaluation. Donc là, il y a plusieurs cas de figure. Le plus fréquent, c'est que souvent, les gens, ils ont fait leur protocole d'évaluation dans le LMS. Ils ont créé un quiz, ils ont ça. Eh bien, à ce moment-là, on va rien changer. Et on va utiliser un système de connecteur qui vient se mettre à la fin du parcours du LMS. Et ça va automatiquement envoyer le badge à partir des données qui seront dans le LMS. Donc ça, c'est d'une transparence et d'une simplicité absolue pour les utilisateurs, pour les concepteurs de ces badges. Et puis, si on est dans le cas où ils n'ont pas mis en place le protocole d'évaluation, eh bien, libre à eux d'aller créer le protocole d'évaluation, soit dans une plateforme de MCS, j'ai pas prononcé le terme, mais une plateforme comme ProCertif, c'est ce qu'on appelle une micro-credential system. Donc, c'est ces plateformes qui viennent se plugger après les LMS, après les TMS, après finalement tout le processus de formation. Donc, soit on décide d'aller créer l'évaluation dans le MCS, dans la plateforme, soit on l'a fait dans son LMS, soit on l'a fait sur du papier, mais au final, on va toujours après renvoyer la data dans le MCS qui va faire ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire remettre le certificat à l'individu ou le badge, et cette personne pourra d'un clic bouton mettre ça dans son profil LinkedIn. On en revient toujours à la même finalité. D'accord, oui, en effet. Donc, c'est pas très compliqué quelque part de mettre en place sa micro-certification. Pour donner un ordre de grandeur, nous on a des projets, des gros projets, des projets qui vont viser parfois des milliers d'utilisateurs qui vont se mettre allez, c'est pas le schéma que je veux donner parce que des fois il faut réfléchir, mais on a lancé des projets sur des milliers d'utilisateurs en une semaine. Voilà. Ah oui. Pour donner, voilà, là où par le passé, pour avoir mis en place et commercialisé des LMS, des TMS, etc., on parlait plutôt de plusieurs mois d'implémentation. Là, on est vraiment sur des processus extrêmement légers. Ça, c'est aussi une des forces des MCS.
Ah oui, c'est super rapide. Eh bien, merci Jérôme. Donc, on va arriver à la fin de notre épisode. Pour conclure, je vais avoir une dernière question qui va être quelque part une question de synthèse. Quels seraient tes conseils, 3 conseils par exemple, que tu pourrais donner à un formateur ou à un responsable formation qui souhaiterait certifier un parcours de formation qu'il a créé? Alors, le premier conseil que j'ai envie de lui donner, c'est déjà de le faire parce que il va créer de la valeur pour tout le système. Créer pour lui, si c'est un organisme de formation, il va développer sa marque. Il n'y a pas mieux que d'avoir ces apprenants qui postent un message en disant « Je viens d'obtenir le certificat avec le logo de l'organisme de formation ». Ça coûte rien, quasiment rien. Le prix du MCS est ramené au certificat, c'est vraiment pas grand-chose, mais ça fait un marketing viral de folie. Donc la première chose, j'ai envie de lui dire, faites-le déjà. La deuxième chose, mon deuxième conseil, ça en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, réfléchir à l'évaluation sommative avec une autre approche. Donc, essayez de replacer l'évaluation sommative en amont du processus de création des contenus, du processus de scénarisation pédagogique d'un dispositif. Ça, c'est mon conseil numéro 1 parce que, j'ai envie de dire, un formateur qui se lance là-dedans, il va s'éclater parce qu'il va changer sa manière de penser. Ça fait des années qu'il fait pareil, qu'il prend la manière de faire d'ingénierie pédagogique de la même manière. Là, il va réinventer les choses et il va voir l'efficacité du système. Et puis, un troisième conseil, qu'est-ce que je pourrais donner finalement comme troisième conseil? Eh bien, c'est de profiter du bénéfice d'engagement. C'est-à-dire, vous allez pouvoir finalement, en mettant par exemple des badges, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des cliquets, des étapes. Par exemple, vous avez un parcours, vous savez que ce parcours, mettons soit de la formation présentielle, pour vraiment le faire complètement, allez, il faudrait 6 jours de formation, n'importe quoi. Mais on sait, si je suis un organisme de formation, même ça vaut pour une entreprise, que en réalité, commercialement, si je vends 6 jours, ça va être trop lourd. Les gens pourront pas l'acheter ou je vais en vendre très peu. Donc finalement, qu'est-ce que je peux faire? Je vais découper cette formation en 3 parties. 2 jours, 2 jours, 2 jours. Et je vais définir des objectifs et des compétences visables ou atteignables sur chacun de ces 2 jours. Et je vais créer un cliquet. Je vais dire, la première séquence de 2 jours, elle va permettre d'obtenir le badge niveau 1 ou qui correspond à telle compétence. Et puis, vous pouvez l'obtenir sur la première année. Puis l'année d'après, vous pouvez revenir dans notre organisme de formation, dans l'entreprise, pour obtenir le 2e niveau. Et au bout du bout, vous aurez la certification complète. Vous voyez, c'est une manière de mettre ce que j'appelle des cliquets, mais c'est des jalons qu'on a du mal à mettre en formation. Et ça, c'est pareil. C'est un atout extraordinaire pour garder l'engagement, pour motiver les gens. Donc, ce serait mon 3e conseil. Mais il y en a plein d'autres, mais je peux pas tout raconter. Oui, tout à fait. Ce sera l'objet d'un autre épisode éventuellement. Avec grand plaisir, Anne-Marie. Eh bien, merci beaucoup, Jérôme, pour cet épisode passionnant. Moi, j'ai appris des choses, donc c'était vraiment super intéressant. Donc, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode, j'indiquerai ton contact LinkedIn. J'indiquerai également le lien de la plateforme ProCertif, si nos auditeurs souhaitent aller voir à quoi cela ressemble. Et j'indiquerai également le lien de 2 livres blancs que tu conseilles donc à nos auditeurs. Donc le premier, pourquoi les entreprises passent à la certification des compétences, et le second, la certification des compétences moteurs d'engagement et de performance. Voilà, merci beaucoup Jérôme. Merci aux auditeurs et puis à une prochaine Anne-Marie, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.